tous ces événements nous indiquent que nous allons avoir une crise économique importante. Alors, de prime abord, certains Algériens et Algériens vont croire que voilà, si le pétrole dépasse les 85 dollars, si le gaz augmente de 40 à 60% sur le marché européen, ça va être une bonne nouvelle et nous allons donc pouvoir en profiter. Encore une fois, c'est faux. Encore une fois, ne cédez pas à la facilité. Ne cédez pas à la tentation de la désinformation ou ne cédez pas ou ne tombez pas dans le piège des informations incomplètes. Le problème qui va se poser pour l'Algérie, c'est que l'Algérie, encore une fois, n'est pas un gros producteur de pétrole. C'est un producteur de gaz important, mais on n'est plus un producteur important de GNL. On ne produit pas autant de GNL que le Qatar, que les États-Unis et que d'autres pays, que l'Australie. Le gaz algérien est essentiellement vendu selon la formule des contrats à long terme et via des gazoducs. Notre capacité à produire de GNL a été largement affaiblie ces 3 ou ces 4 dernières années. On fait toujours partie des 10 plus grands producteurs de GNL, mais on ne fait pas partie des 5 meilleurs exportateurs. Donc, pour pouvoir profiter rapidement de l'augmentation des prix sur le marché européen, il faudra d'ailleurs savoir qu'est-ce qu'on peut produire rapidement pour pouvoir vendre sur le marché européen. Et il n'est pas évident que le marché européen, ils vont acheter du gaz avec des prix aussi élevés. Il faut savoir qu'il y a des réserves qui ont été constituées. Maintenant, si la guerre va durer 1 mois, certainement ces réserves-là ne vont pas durer longtemps. Mais les pays asiatiques comme les pays européens, il y a des réserves pour le moment qui ont été des réserves stratégiques. En Chine, par exemple, comme dans certains pays européens, des grands pays acheteurs et consommateurs de gaz et de pétrole importés ou commercialisés sur le marché mondial, il va y avoir donc une consommation d'abord de ces réserves stratégiques. Donc pour le moment, l'Algérie ne va pas pouvoir combler le vide que va laisser le GNL qatari ou que va laisser le pétrole irakien, etc. En ce qui concerne le pétrole, on est hors jeu. Avec notre capacité d'exportation qui est uniquement de 400 000 à 300 000 par jour, on ne va pas pouvoir beaucoup profiter. Le gaz, on peut profiter, mais nous, on vend beaucoup plus du gaz via gazoduc, via le Medgaz qui relie l'Algérie à l'Espagne, ou le Enrico Mati, c'est-à-dire le Trans-Méditerranean Pipeline qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, et le gaz brut que nous exportons via le gazoduc représente jusqu'à entre 60 à 70% de nos exportations du gaz. Le GNL, c'est entre 30 et 35%. Donc, on va pas pouvoir profiter rapidement de cette conjoncture. Le pire, ce qui pourrait nous arriver, par contre, que si cette flambée des prix de l'énergie va durer plus d'une semaine ou de 2, les produits que nous importons, les produits que nous achetons à l'étranger vont nous coûter beaucoup plus cher. Et c'est ça le drame. Je vous l'ai dit encore une fois. Si l'Algérie exportait 1 million de barils par jour ou 800 000 barils par jour, je pourrais vous dire, on va se frotter les mains et les clients qui ne pourront pas prendre le pétrole irakien ou qui ne pourront pas acheter le pétrole koweïtien ou qui ne pourront pas acheter le pétrole émirati, etc., on a la possibilité de profiter de ce marché et comment dirais-je, et de leur vendre notre pétrole. Mais notre capacité d'exportation, elle est très faible en termes de... Le pétrole, on est à même pas 900 000 et quelques de production et les exportations sont entre 400 000 maximum. C'est vraiment notre meilleur pic d'exportation, c'est 500 000. Pourquoi? Parce que la moitié de la production nationale du pétrole brut va vers le marché intérieur. En réalité, c'est même 60%. On consomme entre 50 et 60%, puisque nous n'importons pas beaucoup de voitures et nous avons un parc automobile qui ne grandit pas du tout et qui n'évolue pas parce qu'il y a les restrictions des importations, mais n'en demeure pas moins que nous avons une croissance démographique importante, que la consommation de carburant, des produits dérivés du pétrole, va augmenter significativement en Algérie, qu'elle augmente déjà. Donc avec uniquement 40 à 45% de notre capacité, de notre production du pétrole elle est dédiée aux exportations, on n'est pas vraiment grandement gagnant. Pour le pétrole, l'Algérie, elle s'appuie beaucoup sur les contrats à long terme. Pour le gaz plutôt. Pour le gaz, on s'appuie beaucoup sur les contrats à long terme. Le gaz, il y a 2 types de marchés. Il y a le marché des prix fixes, ce sont des contrats à long terme, via les gazoducs, et le marché spot. Le marché spot, c'est du GNL.
c'est 80% du GNL. On a des contrats à long terme avec l'Italie, avec l'Espagne, avec le Portugal. On a fait des contrats avec la Turquie, avec la Grèce. On a des contrats surtout avec l'Autriche, avec le Portugal, mais avec la France. Mais nos deux plus grands clients, et qui sont les plus grands consommateurs de gaz algérien, c'est l'Italie et l'Espagne. C'est des contrats à long terme. Ces contrats à long terme, ils ont une disposition qui permet à l'Algérie de demander une révision des prix à la hausse quand sur les marchés mondiaux, le prix du gaz augmente de 40 à 50%. L'Algérie a le droit de demander à l'Italie, à l'Espagne ou à ses clients secondaires comme le Portugal ou l'Autriche ou la Grèce et la Turquie de revoir les prix. Bon, la Turquie et la Grèce nous achètent uniquement et essentiellement du GNL. Mais en gazoduc, en gaz traditionnel, c'est l'Espagne et l'Italie. Mais quand on va augmenter ces prix ne vont pas augmenter significativement, ils ne vont pas s'aligner sur les prix du marché mondial. Si ça augmente de 40% sur les marchés mondiaux, l'Algérie va demander une augmentation de 10 à 20%, pas plus. Donc, il faut absolument arrêter de croire que l'Algérie va profiter rapidement de cette conjoncture. C'est complètement faux. On aurait pu en profiter si on avait une grosse production de GNL, ce qui n'est pas le cas. Et on va vous faire une émission spéciale sur le GNL algérien, parce que très peu d'Algériens et d'Algériens le savent. L'Algérie a été le pays pionnier du GNL. Le gaz, le premier complexe industriel de gaz naturel liquéfié, il a été fait en Algérie, dans les années 60. Et l'Algérie, ça a été parmi les premiers pays qui se sont lancés dans le processus industriel de la vente et des exportations du GNL. Sauf que la décennie noire a beaucoup retardé ces projets, a fait beaucoup de mal à ce secteur industriel en Algérie, et des pays comme le Qatar, le Nigeria, la Malaisie, l'Australie, les États-Unis d'Amérique ont largement dépassé l'Algérie, on a été relégué au second plan. Donc notre GNL, d'ailleurs le GNL on le produit avec du gaz naturel brut, sauf que notre consommation du gaz naturel, elle est en train d'augmenter. On est dans les 60 milliards et quelques de mètres cubes pour la consommation intérieure, et ça va dépasser d'ici même 2030 les 80 milliards de mètres cubes. Donc on a du gaz à exporter, mais on ne peut pas l'exporter en grosse quantité. Parce qu'on a 65% du gaz, notre gaz, il est dédié à la consommation locale. Et avec les projets de Raj Bilet, les projets qu'on veut lancer en Algérie, c'est des projets qui nécessitent aussi de la consommation de gaz. Raj Bilet, quand il sera mis en application, quand il sera lancé et quand il va être mis en place, quand il sera opérationnel à 100%, il va consommer entre 12 à 15% dans les pires des scénarios de notre capacité de production de gaz. Donc on va pas pouvoir profiter énormément. Pour pouvoir profiter, il faut être de gros producteurs. On n'est plus un gros producteur. On est un fournisseur du gaz important pour l'Europe, pour des raisons géographiques, mais on ne produit pas beaucoup plus de gaz que la Russie et la Norvège. Et nos réserves ne se renouvellent pas. On est un des gros producteurs de gaz. On aurait pu devenir le plus gros producteur de gaz à partir du moment si on avait plutôt lancé le gaz de schiste. En termes de gaz de schiste, on a des réserves importantes. Mais on utilise toujours le gaz conventionnel. On n'utilise pas encore le gaz non conventionnel. Donc, par contre, l'inflation mondiale, elle va nous impacter directement. Parce qu'un pétrole et un gaz élevé, ça signifie des engrais élevés, des carburants élevés. Ça veut dire que le coût de la production des matières agricoles premières vont augmenter. Les coûts de production des produits manufacturiers vont augmenter. Les coûts de production des marchandises, de diverses marchandises, notamment des produits de large consommation, vont augmenter. Et l'Algérie, déjà avec la gestion actuelle du régime Tebboune qui consiste à limiter, à restreindre les importations dans des proportions très extrêmes, parce que Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune ne veut pas épuiser les réserves de change, il veut toujours avoir une balance commerciale excédentaire et non pas déficitaire, sauf qu'avec des exportations qui rapportent de moins en moins et avec des importations qui augmentent. Donc Abdelmajid Tebboune et son régime et ses collaborateurs vont certainement décider, face à cette vague d'inflation qui va s'abattre sur le monde, c'est le conflit entre l'Iran, les États-Unis d'Amérique et Israël va durer dans le temps, ils vont décider de restreindre encore davantage l'importation des produits importés ou l'achat des produits importés depuis l'étranger, puisqu'ils vont coûter beaucoup plus cher.
et pour économiser les devises de l'Algérie, pour restreindre et pour économiser, préserver les réserves de change, il est question donc de ne pas beaucoup importer. Ce qui risque de provoquer en Algérie une inflation, comme on l'a vu en 2022. Rappelez-vous, 2022-2023, l'inflation moyenne en Algérie, elle était entre 9 et 10%. Et elle était de plus de 7% depuis 2021. 2021, 2022, 2023, c'était les 3 années les pires pour le pouvoir d'achat et pour les fonctionnaires et pour les salariés et pour les consommateurs algériens. 3 années où l'inflation était était très élevée. Même en 2024, elle n'a pas beaucoup baissé. Il fallait attendre début d'année 2025 pour que ça commence à baisser en bas de 4%, entre 4 et 5%. Donc, c'est vraiment la conjoncture actuelle, il faut la suivre. Elle est très dangereuse et elle risque de nous compliquer vraiment la tâche. Ismaël sur TikTok, il nous dit « Salam, les pôles de diversification prennent du temps, l'Algérie peut-elle y arriver ?» Si tu parles de projet de diversification économique, je suis tout à fait d'accord avec Ismaël. Ça prend du temps de diversifier une économie qui a été tout simplement dépendant du pétrole et du gaz depuis toujours. On ne diversifie pas une économie comme ça d'un claquement de doigts. Lancer des projets industriels, ramener des investisseurs étrangers, mettre en place des nouvelles filières industrielles, ça prend du temps et malheureusement on a perdu beaucoup de temps. L'Algérie, en réalité, depuis le choc pétrolier de 2014, elle a raté le coche. Déjà, on aurait dû, les projets industriels qui avaient été lancés à l'époque de Bouteflika, on n'aurait jamais dû les stopper. La filiale de l'assemblage et du montage des véhicules neufs, si on ne les avait pas stoppés en 2019, aujourd'hui, en 2026, elles auraient pu accumuler un certain savoir-faire, une certaine expérience, et on aurait pu avoir des véhicules avec un taux d'intégration suffisamment convaincant pour pouvoir parler d'une industrie locale. Sauf que Abdelmajid Tebboune, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué tous les projets industriels qui ont été lancés à l'époque de Bouteflika. Pourquoi? Parce que ces projets industriels, comme dans le cas de la filière de l'automobile, ont été parrainés et lancés et supervisés par des hommes d'affaires fidèles à l'époque de Bouteflika, au régime de Bouteflika. La conséquence a été quoi? La voiture est devenue un objet rare, un objet très très cher, les pièces détachées font l'objet de plusieurs pénuries chroniques et d'une inflation galopante. On n'a absolument rien gagné. Et l'exemple de l'automobile, on peut le répercuter, on peut l'utiliser aussi pour l'évoquer pour d'autres secteurs, et des projets dans l'agroalimentaire, des projets dans l'industrie, légères ou lourdes qui ont été bloqués, comme dans la sidérurgie. Tous les projets des hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika ont été bloqués, alors qu'il y a beaucoup de projets industriels. Par exemple, dans les engrais, on avait une belle société algéro-espagnole qui s'appelait Fercial. Ali Haddad, en 2017-2018, il s'est impliqué dans Fercial, il a racheté des parts, et en 2019, il était question que Ali Haddad remplace le groupe espagnol qui devait partir et quitter l'Algérie, et la transition devait se faire dans la sérénité. Mais elle ne s'est pas faite dans la sérénité, puisque Ali Haddad il est tombé, il a trébuché, on l'a emprisonné, et on a démantelé son groupe, le TRHB. Les Espagnols ont demandé à la Sonatrach de remplacer Ali Haddad. La Sonatrach était propriétaire d'Asmidal. Il y a eu un conflit, arbitrage international, l'Algérie elle a perdu, etc. Et tout au long de ce conflit, même quand Fercial a été reprise, le contrôle absolu a été repris par la Sonatrach et Asmidal. Aujourd'hui, Fercial qui exportait beaucoup, qui ramenait plusieurs dizaines de millions de dollars et d'euros aux caisses de l'Algérie, au trésor public, aujourd'hui elle est pratiquement détruite, elle est sabotée, elle exporte très peu, elle produit très peu, elle est mal gérée. Pourquoi? Parce que c'est devenu une simple filiale d'Asmidal et de Sonatrach, le népotisme, le favoritisme, la mauvaise gestion, la culture, le social, les abus du socialisme, et voilà comment malheureusement la situation est devenue catastrophique. Fercial, elle s'est effondrée alors qu'elle était l'un des fleurons en termes d'exportation diversifiée, parce qu'il s'agissait des engrais, donc c'était des produits
un petit peu hors hydrocarbures, même si nos engrais principalement exportés étaient principalement produits depuis le gaz. Mais un exemple, la filière automobile, la filière des engrais avec Fertial, je peux vous donner d'autres exemples où l'industrialisation a été bloquée et gelée à cause de la crise politique de 2019 et à cause de l'aveuglement du régime Tebboune. Diversifier une économie, ça prend du temps. Sauf que nous, le temps n'est pas en notre faveur. Pourquoi? Parce qu'on a une population qui va dépasser les 50 millions d'habitants, bientôt dans 2-3 ans. On a des réserves de pétrole et de gaz qui vont baisser, qui vont continuer de baisser. Et elles vont baisser parce que le gaz et le pétrole, ce n'est pas des énergies renouvelables. Les projets dans le gaz de schiste, on ne les a pas lancés. La monnaie algérienne se dégringole. Et en plus, le monde devient de plus en plus dangereux. Donc, on a raté beaucoup de temps. Mais après, c'est pas cuit. C'est pas cuit. Et encore, je vais vous donner un exemple. Voilà. Vous m'avez tendu la perche pour parler des projets industriels à l'époque de Bouteflika. Regardez. Ça, c'est un article d'un journal italien qui s'appelle Siracusa News. Siracusa News, c'est en Sicile. C'est en Sicile, la ville de Syracuse. Et c'est un journal italien qui a consacré tout un portrait à la raffinerie d'Augusta. À la raffinerie d'Augusta. La raffinerie italienne d'Augusta, qui a été rachetée par Sonatrach en 2018, quand Sonatrach était dirigé par Abdelmamoun Ouelkaddour. Cette raffinerie, au départ, on a accusé l'ancien PDG de Sonatrach, Abdelmamoun Ouelkaddour. On l'avait accusé d'avoir... c'est lui qui a piloté le rachat de cette raffinerie. Il purge actuellement une peine de prison de 10 ans ferme. Il a été condamné en appel en décembre 2022. On lui reproche quoi? On lui reproche d'avoir dilapidé l'argent de l'État, dilapidation de données publiques, abus de fonction et de corruption, conflit d'intérêts. Alors que, aujourd'hui, la presse italienne elle-même, elle reconnaît dans cet article qui est paru hier, comme l'article, la lumière. Me revoilà les amis. Donc je parlais de la raffinerie d'Augusta. Abdelmamoun Ouelkaddour, il est emprisonné. Il est accusé de corruption. Il est accusé d'avoir détourné de l'argent. Il est accusé d'être un voyou, d'être un escroc, quasiment de traître. Et qu'il aurait enrichi l'ancien propriétaire de cette raffinerie qui est ExxonMobil, juste pour faire plaisir aux Américains et qu'il aurait bradé les intérêts de l'Algérie. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? Que la raffinerie d'Augusta aujourd'hui, elle a exporté hors pays européen 2 milliards de dollars. Elle a exporté pour plus de 2 milliards de dollars. Et que la santé financière de la raffinerie d'Augusta, elle est tout simplement impressionnante. Elle fournit chaque année à l'Algérie près d'1 demi-million de tonnes de bitume, essentiellement pour les infrastructures. Donc, grâce à la raffinerie d'Augusta, on a diminué notre notre importation, notre facture en devise du bitume. Le bitume, c'est le goudron. C'est la matière première pour faire le composant essentiel pour fabriquer et construire les routes. Elle a exporté des produits raffinés en dehors de l'Union européenne pour plus de 2 milliards de dollars, pour plus de 2 milliards d'euros, pas de dollars, d'euros. Ça veut dire qu'en dollars, c'est 2,2 milliards de dollars. Celui qui a témoigné dans cet article italien, c'est le patron de la Sonatrach Raffineria Italiana. C'est lui qui s'est exprimé lui-même. Il a confirmé que la raffinerie, elle continue de recruter. Elle a recruté 340 personnes depuis ces 7 dernières années, depuis 2019. Elle emploie aujourd'hui 760 personnes. C'est le principal et le plus gros projet industriel en Sicile. Et ce projet industriel italien
qui est l'un des plus importants de l'Italie du Sud, comme le dit lui-même Rosario Pistorio, qui est le directeur général de la Sonatrach Raffineria Italiana, la CRI, c'est la filiale de Sonatrach pour diriger Augusta. C'est l'un des plus importants projets industriels, pour ne pas dire le plus important projet industriel de l'Italie du Sud. Et il dit que aujourd'hui, la raffinerie Augusta possède une particularité notable. C'est l'une des rares raffineries italiennes à produire des bases pour des lubrifiants, pour des huiles lubrifiantes, des paraffines et d'autres produits spécialisés qui sont distribués à l'international. Par exemple, un fabricant de bougies, les bougies du nord de l'Italie, est le fournisseur du palais de Buckingham. Le palais de Buckingham, c'est le palais royal de la famille royale anglaise en Angleterre, c'est à Londres. C'est la famille royale britannique, c'est le cœur du pouvoir royal, c'est le cœur battant du pouvoir royal britannique et anglais. C'est comme l'équivalent de Versailles, sauf que l'Angleterre est toujours une monarchie et la France a décapité ses rois. Peu importe. Donc les bougies utilisées par le palais de Buckingham utilisent de la paraffine produite par la raffinerie d'Augusta. Donc la raffinerie italienne d'Augusta, elle est aujourd'hui ultra rentable. Elle a fait des investissements importants. Elle est en train de se positionner comme le projet industriel le plus important du bassin méditerranéen. Elle exporte beaucoup, elle fait gagner de l'argent. Et pourtant, Abdelmamoun Ouelkhaddar, le génie, c'est un coup de génie ce rachat. C'est un véritable coup de génie. Alors qu'à l'époque, en 2018, fin 2018 et début 2019, quand Abdelmamoun Ouelkhaddar a piloté cette opération, on avait accusé Abdelmamoun Ouelkhaddar d'être un corrompu, d'être un traître, d'être, je ne sais pas quoi, d'avoir trahi l'Algérie au profit de ExxonMobil. Il y a des accusations très très graves. Très très graves. Aujourd'hui, elle marche. Aujourd'hui, elle est rentable. Aujourd'hui, elle est en train de faire des mutations technologiques. La raffinerie d'Augusta, elle se spécialise dans la production d'un carburant biologique, d'un carburant moins polluant. Elle a fait des investissements importants. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi le génie qui est à l'origine de cette affaire, de cette belle affaire, qui rapporte à l'Algérie de l'argent, des produits pétroliers que l'Algérie a importés et qui donnent à l'Algérie une place stratégique au cœur de l'économie italienne et qui offre à l'Algérie un joyau, parce que la raffinerie d'Augusta, c'est un véritable joyau industriel. C'est un véritable joyau industriel qui est aujourd'hui entre les mains de l'Algérie. Grâce à la raffinerie d'Augusta, l'Algérie, d'ailleurs je défie Abdelmajid Tebboune de me démentir. C'est grâce à la raffinerie d'Augusta que l'Italie entretient de très bonnes relations avec l'Algérie. Parce que l'Algérie et Sonatrach a permis de sauver la raffinerie d'Augusta, créer plus d'emplois et maintenir en place un écosystème industriel très important. En plus, l'Algérie, à travers la raffinerie d'Augusta, elle a accès à 3 terminaux pétroliers. En Sicile et à Naples. Donc, la position stratégique d'Augusta, elle permet d'offrir à Sonatrach une carte, un joker. Et Sonatrach a été gagnante. Tout ce qu'elle a dépensé comme argent, la Sonatrach, je rappelle qu'elle a acheté la raffinerie Augusta pour 700 millions de dollars. Donc, c'est une belle affaire. Maintenant, elle exporte à elle-même, les exportations, elle a exporté pour plus de 2 milliards de dollars. En 2022, en 2023, en une année, elle a gagné en bénéfice plus de 800 millions de dollars. Donc, ça va. On ne peut pas dire que la raffinerie Augusta est une mauvaise affaire. Il faut être de mauvaise foi pour dire qu'elle est une mauvaise affaire. Alors, que fait Abdelmamoun Ouelkhaddar en prison? Parce que Abdelmajid Tebboune ne l'aime pas. Abdelmajid Tebboune le déteste. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que Abdelmajid Tebboune a un conflit personnel, une détestation personnelle à l'égard de M. Abdelmamoun Ouelkhaddar. Il n'y a aucune explication qui peut aujourd'hui nous convaincre de la légitimité ou du bien fondé du maintien en détention de Abdelmamoun Ouelkhaddar. Comment quelqu'un peut être accusé de dilapidation de l'argent public alors qu'il a fait gagner à son pays beaucoup d'argent en devises? Comment on peut l'accuser de corruption
alors qu'aucune preuve de corruption n'a été démontrée, alors que l'affaire, elle marche bien, et que c'est une très belle affaire. C'est très étrange l'affaire Augustin. Tous les grands projets industriels de l'Algérie ont été réalisés avant l'époque Tebboune. Avant l'époque Tebboune. La preuve. C'est pas la preuve. C'est pas Tebboune, ya Jma'at el-Khair, qui a fait Augustin. Et si Augustin marche aujourd'hui, c'est pas grâce à Tebboune, c'est grâce à Ould Khaddour et au régime de Bouteflika. C'est devenu aujourd'hui la vitrine de la modernisation de son intérêt, capable de concurrencer les majors mondiales. Sur leur propre terrain, l'Algérie est l'un des rares, pour ne pas dire, je crois, le seul pays africain et pays, comment dirais-je, le seul pays africain et peut-être même maghrébin, c'est sûr, africain, peut-être même arabe, qui dispose d'une grosse installation industrielle de la taille d'Augustin au cœur même de l'Union européenne. Au cœur même de l'Union européenne, au cœur même de l'Italie, du sud de l'Europe. Voilà l'exemple. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune aurait pu négocier Augustin? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, il aurait pu négocier ou réaliser un tel exploit. Et pourtant, leader, je vois sur TikTok, on me dit Ripro, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Sauf, donc, la diversification de l'économie, elle avait été entamée à l'époque de Bouteflika. Il y avait des projets très sérieux. Il y avait des projets importants. Il y avait vraiment des projets sérieux, des projets importants qui devaient être réalisés, des investissements à l'international, comme Augusta, comme le développement de la filière automobile, comme le développement des salements de l'eau de mer, comme le projet phosphate à Ould Khaddour et Bouchouer, Abdeslam Bouchouer et Ould Khaddour, ils ont piloté le projet de phosphate de Tbessa, le projet phosphatique de Tbessa. Si on avait lancé le phosphate depuis 2018, à l'époque de Bouteflika avec les Chinois esthétiques, le phosphate algérien serait en train de se vendre sur le marché mondial, avec des possibilités d'avoir 3 milliards de dollars de revenus en devises au niveau de nos exportations. Mais il a été saboté le projet. Jet Tebboune, il a bloqué le projet. Pourquoi? Parce que Mouchouer et Ould Khaddour, c'était les amis de Saïd Bouteflika. Et comme Monsieur Abdelmajid Tebboune, il a une détestation personnelle, un problème personnel, il a une revanche à prendre contre les amis de Saïd Bouteflika, il a bloqué délibérément tous les projets qu'ils ont pilotés. La conséquence, elle est quoi? La conséquence, elle est désastreuse pour l'Algérie. La conséquence, elle est désastreuse pour l'Algérie, puisque les projets industriels les plus importants, ils ont été bloqués, ils ont été ralentis. C'est malheureux, donc on ne pourra pas profiter de n'importe quelle conjoncture mondiale, aussi favorable qu'elle puisse l'être, si on n'a pas des décideurs qui sont capables de... si on n'a pas des décideurs qui sont capables de prendre des bonnes décisions, de mettre de côté leurs égos, leurs vengeances personnelles, leurs agendas personnels, pour travailler que pour l'intérêt du pays. Alors, Kabyle, est-ce que je peux... On va prendre une série de questions. Je vous propose de prendre une série de questions auxquelles on va répondre. Après, on va approfondir de toute façon tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Nous allons les approfondir dans des émissions à part, parce que franchement, l'affaire Augustin, pour moi, c'est une situation très étrange, inédite dans le monde, où nous avons un homme qui est en prison pour avoir acheté une usine qui rapporte aujourd'hui 10 milliards à son pays. Simplement parce que le président Abdelmajid Tebboune et la justice algérienne a jugé que la méthode employée pour l'acquérir était illégale. Comment c'est illégal? Elle a dit ça n'a pas de sens. Il n'y a jamais eu de preuve de corruption. Je rappelle que les avocats de Ould Khaddour ont démontré avec des expertises et en citant des experts pétroliers que c'était un coup de génie stratégique, que l'affaire Augustin a permis à l'Algérie de devenir un acteur de raffinage en Europe. Donc c'est une affaire de règlement politique. Alors, sur TikTok, Bémin, pourquoi ce silence de Tebboune sur le conflit des USA et l'Iran? Tebboune, d'abord, il est silencieux parce qu'il a peur. Tebboune, il est silencieux parce qu'il a peur. Tebboune, qui montrait ses muscles en 2022 et en 2021. Winrak et Tebboune,
quand tu envoyais les militaires algériens lors d'un défilé militaire pour célébrer lors d'une fête nationale pour leur demander de crier Gaza, Gaza. Où tu étais à Tebboune, où tu es à Tebboune quand en 2022 tu avais accueilli le Hamas à Alger. Une délégation du Hamas a été accueillie à 2 reprises en 2022 à Alger pour les réconcilier avec l'autorité palestinienne. Où sont les slogans? Qu'en est-il? Que restait-il des slogans de Abdelmajid Tebboune quand il disait lors de la campagne présidentielle pour le 2e mandat qu'il était prêt à envoyer l'armée algérienne à Gaza si l'Égypte le permettait pour construire des hôpitaux? Oui, ce Tebboune-là a disparu depuis l'arrivée de Donald Trump. Tebboune a peur. Tebboune, il a vu comment le président du Venezuela, Nicolas Maduro, qu'il appelait frère, qu'il appelait mon frère, il a vu comment il a été capturé par les Américains au pyjama avec sa femme, comment il a été sorti de son lit en pyjama avec sa femme, et comment il a été extradé vers les États-Unis d'Amérique lors d'une opération spéciale. Il a eu peur. Il voit maintenant comment les Américains sont en train les Israéliens peuvent éliminer tous les leaders d'un grand pays aussi bien armé et aussi puissant que l'Iran en une journée. Tebboune, il a peur. C'est tout. Tebboune, il a peur. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tebboune et Shangri-La, ils ont peur des Américains. C'est ça pourquoi ils n'ont pas de parole. Ils n'ont même pas dénoncé une agression américaine contre l'Iran. L'Iran est un pays avec lequel Tebboune avait entretenu de bonnes relations. Il a accueilli des dirigeants iraniens à Alger lors d'un forum des pays exportateurs de gaz. Il a envoyé son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, à Téhéran. Tebboune a voulu se rapprocher des Iraniens et a voulu maintenir ce statut où l'Algérie est l'un des rares pays interlocuteurs privilégiés et respectés par l'Iran dans le monde arabe. Aujourd'hui, Tebboune, pas un mot pour condamner l'agression israélienne contre le Liban. Pas un mot pour condamner l'agression israélienne contre l'Iran. Pas un mot, pas un commentaire concernant l'arrestation et le kidnapping, l'enlèvement du président du Venezuela. Parce que Tebboune, il a peur. Il a peur, faut dire la vérité. Khaïfin. Et les Américains le font savoir à Tebboune. Ils font savoir que Donald Trump, et en fait, voilà, les Américains, c'est pas les opposants algériens, c'est pas les activistes du Hirak. Les États-Unis d'Amérique, c'est pas le Maroc, c'est pas les Émirats, c'est pas la France d'Emmanuel Macron. Donald Trump, c'est un gros calibre. Donald Trump, c'est un adversaire coriace. Donald Trump, il leur inspire la peur. Donald Trump ne rigole pas avec les sanctions commerciales, avec les droits de douane, avec le langage musclé, avec la menace, avec les interventions militaires, avec sa puissance militaire, avec sa puissance de frappe. Il leur fait peur. Clairement, je rappelle, aujourd'hui nous avons vu, l'Algérie, elle a accueilli aujourd'hui le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade américaine à Alger. Les Américains n'ont pas nommé un ambassadeur. C'est inédit dans les relations algéro-américaines. L'Algérie n'a pas l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elisabeth Moore-Aubin, qui est partie au début du mois de février 2026, elle a été remplacée par un chargé d'affaires. Pas un chargé d'affaires. Un chargé d'affaires, ça veut dire un secrétaire. Un simple secrétaire ou un secrétaire un peu plus, avec un rang plus prestigieux de l'ambassade. Il n'y a même pas un ambassadeur. Et ils ont dépêché quelqu'un qui a déjà été un grand critique du régime algérien durant les années 2000. Au début des années 2000, il a déjà travaillé à Alger. Marc Shapiro. Il est arrivé aujourd'hui. Les Américains n'ont même pas n'ont même pas respecté Abdelmajid Tebboune, ne le considèrent même pas comme un interlocuteur fiable, puisqu'ils n'ont même pas nommé un ambassadeur pour lui parler. Donald Trump, il n'a même pas désigné un ambassadeur qui le représente personnellement auprès du président algérien. Il s'est contenté de nommer un chargé d'affaires. C'est pour dire que pour Donald Trump, Tebboune ne vaut rien. Et Tebboune ne peut pas protester. Il ne peut rien dire contre les États-Unis d'Amérique. Parce que Tebboune, Tebboune fait les rapports de force, il recule. Quand quelqu'un lui tape, quand quelqu'un Tebboune est un homme viril. Mais quand il a en face de lui quelqu'un de plus viril que lui, de plus engagé que lui, de plus fort que lui, de plus agressif que lui, il recule. Parce qu'il sait qu'il n'a pas les moyens de sa politique. On va pas se mentir. Et puis, franchement, si vous étiez à la place des dirigeants algériens, vous n'auriez eu pas peur? Quand vous voyez ce que Maduro lui est arrivé, quand vous voyez ce que Ali Khamenei lui est arrivé, quand vous voyez ce que tous les dirigeants iraniens qui ont été éliminés le premier jour, la première heure de la guerre, ils ont été éliminés avec une facilité déconcertante. À la place des dirigeants algériens, vous n'auriez pas peur? Vous n'auriez pas peur? Vous ne seriez pas victime d'une certaine panique? Bien sûr qu'ils ont peur. Mais maintenant, il y a peur
la force et le courage, comme disait Napoléon, le grand Napoléon, il disait, le courage, ce n'est pas d'avoir peur, mais c'est de dépasser, de maîtriser sa peur. Les dirigeants algériens auraient pu maîtriser leur peur pour traiter les États-Unis d'Amérique avec égard et respect, mais pour eux, c'est demander aux États-Unis d'Amérique de traiter l'Algérie avec intérêt et considération. Mais ils ne sont pas capables d'avoir un rapport de force ou d'avoir une relation équitable, une relation de parler de façon claire, nette et précise à la grande puissance américaine. J'ai prévu qu'on parle aussi du sel, et je m'interroge, le sel. Quel état? On vous avait tout à l'heure une émission sur le sel. Pour moi, c'est une catastrophe. La crise du sel qui détermine, qui dévoile la grande défaillance et la faillite de la gestion de l'économie algérienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Excusez-moi l'équipe, j'ai encore un problème de lumière. Et voilà, et la lumière est de retour. C'est un live dans des conditions très difficiles, très difficiles. Ben Bimin, pourquoi Louisa Hannoun a dénoncé les USA sans peur de Tebboune? Mais Louisa Hannoun n'a pas de fonction officielle au sein de l'État algérien, Bimin. Elle n'a pas de fonction officielle. Elle ne travaille pas pour l'État, elle n'a pas de mandat. Elle n'est pas ministre, elle n'est pas membre du gouvernement, elle n'est pas conseiller de Tebboune, donc elle est libre de sa parole. Au contraire, ça arrange Tebboune que Louisa Hannoun attaque les États-Unis d'Amérique. Louisa Hannoun, elle dit ce que Tebboune ne dit pas. Ce que Tebboune n'arrive pas à dire. Tebboune ne peut pas dire ce que Louisa Hannoun dit, même s'il le pense. Même s'il le pense. Mais elle ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire, lui, parce que lui, il aura... Rappelez-vous de l'ancien ambassadeur d'Algérie en Syrie, à Damas, quand il a traité Donald Trump de cow-boy, de fou, etc. Ça s'est retourné contre lui rapidement, puisque la diplomatie algérienne et les affaires étrangères l'ont limogé, l'ont relevé de ses fonctions très rapidement. Parce que lui, c'est un ambassadeur. C'est un représentant légal et officiel de l'État algérien. C'est pas le cas de Louisa Hannoun. Si un ministre algérien ou un ambassadeur ou un diplomate ou un représentant, un titulaire d'un mandat, un représentant légal et officiel de l'État algérien aurait parlé comme ça, vous allez voir comment il va risquer, comment il va être sanctionné, dégradé, limogé et remplacé. Louisa Hannoun a un parti. Qu'est-ce qu'elle représente, Louisa Hannoun? Elle représente le passé. Un petit parti microscopique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle, Louisa. Moi, je l'apprécie beaucoup, mais il faut dire la vérité. Louisa ne représente pas beaucoup de monde. Elle même pas 1% des Algériens. Les Algériens elle ne fédère même pas 1% des Algériens et des Algériens. Elle amuse la galerie. Elle dit ce que les dirigeants algériens ne peuvent pas dire. Elle essaie elle-même de contrebalancer ce silence complice, ces compromissions de l'État algérien avec les États-Unis d'Amérique, en disant voilà, il y a un courant anti-américain, il y a un courant anti-impérialiste, il y a un courant anti-impérialiste, anti-américain, anti-sioniste en Algérie qui est toujours actif, qui est toujours dynamique, qui peut s'exprimer. C'est tout. Elle amuse la galerie. Allez, je m'arrête YouTube. Est-ce qu'il y a une question sur YouTube qu'on pourrait prendre avant de parler de la crise du sel? Allez, YouTube. Merci d'être là ce soir. Merci de partager massivement ce live. Merci de nous aider à faire, à faire, à faire, évoluer notre communauté, à la faire grandir.
Babelouette, qui tu verrais comme président en Algérie? En ce moment, à l'RDL, je dirais. Pour moi, à l'RDL pourrait être le bon compromis. Franchement, militaire, il connaît l'armée, brillant militaire, très bien formé, bien diplômé, considéré comme honnête, pas corrompu, intègre, instruit, fortement instruit. Il maîtrise les langues étrangères. Comme c'est quelqu'un qui est issu de l'institution militaire, il pourrait facilement assurer l'harmonie entre le rapport entre le civil et le militaire. Un rapport qui est toujours complexe en Algérie, qui est toujours compliqué. Et le rapport et la dualité civile et militaire a toujours constitué un problème grave dans notre pays. Elle était à la source de l'instabilité de notre pays pendant des décennies. Moi, je dirais Ali Rdély pourrait pour moi être le bon président pour une transition. Je ne connais pas ses idées sur le plan économique, je ne connais pas ses idées. Il paraît respectueux des libertés publiques et individuelles, mais est-ce qu'il est sincère dans cette volonté-là de vouloir instaurer la démocratie en Algérie? Il faut le tester. Mais je pense que pour un mandat de transition, Ali Rdély fera l'affaire. Il fera l'affaire, il a la discipline et la rigueur du militaire, il a la crédibilité, la légitimité de quelqu'un qui a servi son pays, qui s'est sacrifié pour son pays, pendant ces longues années de service au sein de l'institution, au profit de l'institution militaire. Il a fait de la prison de 2019 jusqu'à pratiquement 2025 pour ses idées, pour ses idéaux, pour son combat pour le changement politique en Algérie. Donc il a la légitimité nécessaire. Et je pense qu'à l'RDL, il peut fédérer autour de lui un grand nombre d'Algériens et d'Algériens pour aller vers un changement réel, pour aller vers un changement efficace, pour aller vers en tout cas une transition vers un changement réel. Peut-être que ce n'est pas lui qui va apporter le changement réel, mais peut être une transition. Il peut permettre à l'Algérie de retrouver son seuil de liberté publique et individuelle qui a été perdu, de retrouver, de reconstituer, reconstruire une société civile, de remettre l'Algérie sur les rails, de la réconcilier avec le libéralisme économique et de faire des réformes économiques et politiques importantes, de réhabiliter la liberté d'expression. Et par la suite, après un mandat de l'RDL, on pourrait avoir un président jeune. En fait, en Algérie, on a besoin d'un président jeune. La génération, les anciens, on a besoin d'un président âgé de moins de 50 ans en Algérie. L'Algérie, elle ne va jamais se développer si on n'a pas un président dans le futur qui est âgé de moins de 50 ans. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui travaille, il faut que quelqu'un qui soit un travailleur, rigoureux, qui puisse travailler 12 heures, 15 heures, il faut qu'il soit en bonne santé. L'Algérie, elle exige beaucoup. Les problèmes en Algérie sont très nombreux. C'est un vaste pays. C'est le plus grand pays du continent africain. C'est l'un des pays les plus complexes, avec une mosaïque de cultures et d'identités régionales, avec beaucoup de défis auxquels sont exposés sa sécurité nationale et sa stabilité, avec une nécessité de faire des transformations structurelles pour pouvoir survivre et s'adapter aux nouvelles mutations mondiales. Donc il nous faut un jeune qui comprend le monde aujourd'hui, qui parle le langage du monde d'aujourd'hui, qui peut travailler beaucoup, qui peut apporter du sang neuf, qui peut apporter de la fraîcheur, qui peut développer une vision, qui peut développer un projet de société. C'est ça la vérité. Il nous faut un président jeune. Mais à l'RDL, pour moi, pour une transition, oui. Je dirais que ce serait l'idéal. Il a connu la persécution, donc j'espère qu'il a goûté à la persécution, donc il ne va pas persécuter le peuple. Il a goûté à la dictature, donc il connaît les méfaits de la dictature. Il a connu la cruauté de ce système, donc il sera peut-être motivé pour le changer, pour l'humaniser, pour le remplacer. Il pourrait passer le flambeau par la suite à quelqu'un de plus jeune, de plus frais, qui peut continuer. Et oui, des années en prison. Nelson Mandela, il a passé presque toute sa vie en prison, ça n'a pas empêché d'être un bon président. La prison peut être même une expérience qui va donner de la maturité, de l'épaisseur à une personnalité, à un personnage. Ahlan wa sahlan majma'at al-khair. Est-ce qu'on pourrait prendre... Alors, Kaïs Ben, 93-15.
Pourquoi t'aimes pas Tebboune alors que c'est lui qui a dégagé les corrompus? Question sérieuse, s'il te plaît. Je te remercie pour ta question, mais toutes les questions sont sérieuses, Raïs. Toutes les questions sont sérieuses. Je n'ai pas du tout... je ne pourrais pas juger ta question. Je n'ai pas le droit de dire que ta question n'est pas sérieuse. Mais je ne suis pas du tout d'accord. La question, elle est malhonnête. Elle est mal posée. Je ne dirais pas qu'elle est mal. Elle est mal posée. Abdelmajid Tebboune n'a pas dégagé les corrompus. Ça, c'est faux. C'est factuellement faux. Celui qui a enclenché et lancé la lutte contre la corruption, d'abord, c'est Ahmed Gaye Saleh. C'est le défunt Ahmed Gaye Saleh, le chef de l'institution militaire. Ce n'est pas, encore une fois, Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune n'a été qu'un accident de l'histoire. Sans le Hirak et sans Ahmed Gaye Saleh, il n'aurait jamais été au pouvoir. Il a continué, il a profité de la politisation et de l'instrumentalisation politique de la lutte contre la corruption pour essayer d'asseoir sa légitimité et de construire son propre système. Premièrement, c'est pas lui qui a dégagé les corrompus. Toutes les grandes personnalités du régime de Bouteflika ont été déjà emprisonnées avant lui. Lui, il a parachevé l'œuvre de Gaye Saleh. Cette œuvre, elle n'est pas sincère, elle n'est pas réelle. En réalité, on n'a pas lutté contre on n'a pas emprisonné Saïd Bouteflika, les représentants du régime de Bouteflika pour des raisons de moralité, puisqu'il y a des corrompus qui ont été protégés par Abdelmajid Tebboune. Je vous donne un exemple. Ghali Belqsir. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune a parlé une seule fois de Ghali Belqsir? Ancien patron de la gendarmerie algérienne. Gros corrompu. Ses filles possèdent des appartements alors qu'elles étaient même pas âgées de 25 ans, 2 appartements dans le 16e arrondissement. Et on l'a prouvé, sans parler de ses biens immobiliers en Espagne, et comment elle a acheté le passeport d'un paradis fiscal, et ses connexions affairistes avec Dubaï, la Turquie, la Suisse, le Luxembourg, etc., etc. Il n'a jamais défendu, il n'a jamais parlé, il n'a jamais dénoncé Ali Belqsir, il n'a jamais cité. Pourquoi? Parce qu'Ali Belqsir, c'était d'abord son parrain et son ami. C'est Ali Belqsir qui a beaucoup travaillé avec dans le secteur de l'habitat. Ali Belqsir, il détient des dossiers. Il détient des dossiers contre Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune n'est pas à l'abri de la critique. Il n'est pas exempt de tout soupçon. Abdelmajid Tebboune lui-même est cité dans les affaires de corruption, l'affaire Khalifa. L'une des plus grandes affaires de Khalifa. Et pourquoi Khalifa, sa libération de la prison sa remise en liberté a été retardée. Personne n'a voulu nous dire la vérité. C'est pour le contraindre et pour le terrifier et pour négocier avec lui son silence. Parce qu'Abdelmajid Tebboune est cité dans l'affaire Khalifa. Abdelmajid Tebboune est cité dans l'affaire Hamel Adrar. C'est un dossier chaud que nous préparons. L'homme d'affaires Adrar Hamel, la plus grosse fortune du sud algérien. Il était le partenaire et l'associé de Tebboune de sa famille à la wilaya d'Adrar. Et aujourd'hui, Hamel il s'est exilé, son fils et son frère sont emprisonnés en Algérie. Ali Hamel, il a été réduit au silence et contraint d'observer le silence parce qu'il y a un chantage qui a été exercé contre sa famille. Et je cite encore, pendant le régime Tebboune, il y avait des affaires de corruption qui ont éclaté. Le chef de protocole de Tebboune a été condamné à la prison pour les affaires de corruption. Mohamed Bouakez. Il y a des ministres, Ali Aoun. Si Tebboune était vraiment sincère dans sa lutte contre la corruption, pourquoi Ali Aoun n'a pas touché, pourquoi Ali Aoun n'a pas été encore jugé, pourquoi il n'a pas été inquiété? Il a été juste placé sous contrôle judiciaire, alors que son fils, il a été emprisonné. Ali Aoun, il baigne, et on l'a prouvé à Algérie Part, il est impliqué jusqu'au cou dans une affaire de corruption. Mais comme Ali Aoun est l'ami de Tebboune, et qu'il a des affinités personnelles avec lui, et qu'il connaît des choses sur Tebboune, ils l'ont pas impliqué, ils sont en train de le protéger. Pendant Tebboune, il y avait des affaires de corruption. Pardonnez-moi, le live sur TikTok, et c'est un petit peu... S'il vous plaît, prière de partager massivement sur TikTok et sur YouTube. On est attaqué, on est signalé. Ils veulent absolument nous suspendre et nous empêcher de continuer à vous parler. Partagez massivement. Donc, arrêtez de nous faire croire... arrêtez de nous faire croire que Tebboune n'est pas corrompu. Pas du tout. Tebboune, quand on dit Tebboune, il vient d'où? Il vient du système Bouteflika. Il était ministre à l'époque de Bouteflika. Est-ce qu'il serait plus propre que Sellal et Ouihya alors qu'il a partagé les mêmes fonctions, il a partagé les mêmes prérogatives, il a partagé les mêmes missions au sein du même gouvernement? Donc c'est pas vrai.
La lutte contre la corruption en Algérie n'a jamais été sincère. Ça a été une grosse escroquerie. D'ailleurs, ça mériterait un livre. Je vais travailler sur ce livre. Je vais écrire un jour le livre qui va dire... je vais vraiment écrire le livre qui va raconter les dessous de la lutte contre la corruption en Algérie. La lutte contre la corruption a choisi des individus bien précis, qui sont tous dans l'entourage de Saïd Bouteflika. Ça a été une opération de guerre de clan, une opération de règlement de compte. Il n'y a pas une preuve. C'est lui qui, grâce à lui, on gagne des milliards. Je l'ai expliqué. Grâce à lui, on gagne des milliards. Grâce à lui, la raffinerie Augusta, elle ramène des milliards en Algérie. L'opération, un coup de génie, de l'aveu même de plusieurs experts du secteur pétrolier. Il est en prison aujourd'hui. Donnez-moi un pays qui emprisonne un manager qui fait gagner à son État, à son pays, des milliards. N'importe quoi. La lutte contre la corruption, elle a visé des hommes d'affaires, des personnalités politiques et des personnages publics qui sont tous liés au régime de Bouteflika. C'était pour dire au peuple algérien, si l'Algérie va mal, aujourd'hui, c'est à cause de ces personnes, c'est à cause du régime de Bouteflika. C'était pour toujours responsabiliser en permanence et pour faire porter le chapeau au régime Bouteflika et ses figures emblématiques. Mais aujourd'hui, les Algériens le découvrent la vérité. Le régime de Bouteflika, ça fait plus de 6 ans qu'il a été déchu. Qu'est-ce qui a changé de positif en Algérie? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Mais rien n'a changé. La persécution, elle est pire. La pauvreté, elle est pire. Le sous-développement, il est pire. Il y a des affaires de corruption, c'est encore pire. Sauf qu'à l'époque de Bouteflika, on pouvait les dénoncer. À l'époque de Bouteflika, on pouvait dénoncer les Haddad. On pouvait critiquer Tahkout. On pouvait critiquer les Koninef. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, à l'époque de Tebboune, parler d'un homme d'affaires proche du clan Tebboune? Ou d'un dirigeant du clan Tebboune? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Kamel Moula, qui est le Ali Haddad du régime de Boune. On peut le critiquer, demander à des journalistes ou demander à des médias en Algérie d'enquêter ou de parler de Kamel Moula. Ces journalistes ou ces médias finiront taillés et ils seront étriés. Étriés. Soyons sérieux. Allez, l'équipe, d'autres questions, on va poursuivre encore un peu. Allez, on essaie de faire un quart d'heure. À minuit 15, on va s'arrêter, je vous propose. Alors, le sel, je pense qu'on en a déjà parlé sur le sel. L'émission de tout à l'heure, elle a été complète. Je préfère laisser ce sujet de côté parce que je vous prépare. Le sel, la gestion du sel, un pays. Regardez la mauvaise gestion de ce pays. Un pays qui produit du sel en grosse quantité a été obligé de vivre, a obligé sa population à subir et à vivre avec les pénuries, alors qu'on est un pays exportateur. Tout ça parce qu'on a fermé des usines de façon arbitraire et irréfléchie à la veille du mois du Ramadan. La mauvaise gestion qui prévaut au plus haut sommet de l'État algérien en ce moment, elle est 1000 fois pire que celle du régime de Bouteflika. Ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair. Allez, on va traverser ensemble les 10 dernières minutes de ce live. Merci pour vos questions. Karl Blouch, que penses-tu de l'emprisonnement du général Saïd Bey? Scandaleux. Mais scandaleux, Saïd Bey, très âgé, malade, l'un des généraux les plus hauts gradés de l'armée algérienne. Il est emprisonné, c'est très grave. C'est tout simplement scandaleux. Il n'y a rien à dire, c'est un scandale. Saïd Chengriha et Tebboune ont Saïd Bey. Pourquoi il est en prison? On a dit qu'il était corrompu, etc. Où sont les preuves? Nada. Aucune preuve. Mais à part quelqu'un arrête là. Mais maintenir en détention un général comme Saïd Bey, c'est quoi? C'est quelqu'un de très âgé, de plus de 80 ans. Il est âgé de plus de 80 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a envie de le tuer. Quand quelqu'un qui est âgé de plus de
de 80 ans malade, gravement malade, et diminué, il est emprisonné. Ce n'est plus de la justice, c'est de l'acharnement. C'est pas de la justice, c'est de l'acharnement. C'est une volonté de nuire à sa santé, de lui porter préjudice, de mettre en danger son intégrité physique. C'est des règlements de compte politiques. Depuis 2019, on n'a pas lutté contre la corruption, je le répète. Il n'y a pas eu de lutte contre la corruption. C'est faux. C'est la plus grande escroquerie. Nous avons instrumentalisé la justice et les tribunaux pour des règlements de compte politiques. Les anciens du régime de Bouteflika, celles les personnalités qui n'avaient pas les bonnes faveurs du nouveau régime Gaïd Salah et plus tard du nouveau régime Tebboune et Chengriha, ont été placés en détention, ont été condamnés à de très longues années de prison ferme, pour les réduire au silence, pour les réduire au néant. C'est des histoires de vengeance. Nous avons presque 300 militaires, dont des généraux de très haut rang, dont des anciens et responsables de corps et de régions militaires entières qui sont emprisonnés. Donc tout le monde est corrompu sauf Chengriha. Tout le monde est corrompu, sauf Tebboune. C'est-à-dire que Chengriha ou Tebboune, c'est des anges. C'est des anges qui ont grandi dans le même système, au sein des mêmes institutions. Ils ont eu le même parcours, ils ont occupé les mêmes fonctions que tous les corrompus qui sont en prison. Mais Houma, ils sont innocents, ils sont propres, et les autres sont corrompus. C'est pas logique, ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est tout simplement une insulte à l'intelligence des Algériennes et des Algériens. C'est des règlements de compte. Un système post-Hirak a voulu se construire en concentrant le pouvoir entre les mains du nombre le plus minimal de dirigeants. Il y a eu Chengriha et Tebboune qui ont profité de la mort de Gaïd Salah. Parce que si Gaïd Salah était en vie, Tebboune et Chengriha ne seraient même pas en ce moment en fonction. Ça, ils le savent. Ils ont profité de leur arrivée au pouvoir pour imposer une chape de plomb et démanteler tous les autres clans qui composent le pouvoir algérien pour s'arroger le pouvoir absolu, pensant que cet absolutisme est en train, pourrait leur permettre de durer le plus longtemps au pouvoir et pourrait leur permettre de stabiliser le pays. Le pays ne s'est pas stabilisé puisque, à cause de cette gestion absolutiste, l'Algérie ne connaît que des crises. L'Algérie ne connaît que des crises, et des crises systémiques. Sur la politique extérieure, nous n'avons jamais eu autant d'ennemis qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu de foyer de tension qu'aujourd'hui autour de nos frontières. Sur le plan intérieur, l'Algérie, elle est divisée. Il n'y a plus de société civile. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de presse libre. L'Algérie, elle a été sabotée. Elle a été affaiblie avec le régime Tebboune. Ses capacités économiques ont largement diminué. Ses élites ont été clochardisées, emprisonnées, contraintes, réduites à l'exil, contraintes de s'exiler. Le pays, il est aujourd'hui livré à tous les dangers, géré par deux personnalités très âgées, malades, isolées au sein même du système, frappées par une grande paranoïa, deux personnalités qui ne font confiance à personne. Le pays n'a jamais été aussi instable. L'Algérie d'aujourd'hui, elle offre une certaine stabilité de façade. Il y a une stabilité de façade, mais c'est une stabilité de façade, c'est pas une stabilité réelle. La stabilité réelle, c'est quoi? C'est avoir une population qui respire, une scène politique bien construite, bien structurée, des institutions solides, une économie florissante, prospère. À l'époque de Bouteflika, Habina ou la Kanana, il y avait le MSP de Mokri, il y avait le FLN de Saïdani, il y avait Belkhadem qui parlait, il y avait le LCD, le Saïd Saadi, il y avait le FFS, il y avait Karim Tabou. On avait une scène politique développée. On avait avec des personnalités respectables. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme scène politique? Bengrina, Kamel Rezig, vous avez vu le niveau? Catastrophique. Allez-y voir le Parlement algérien, le niveau des députés d'aujourd'hui, c'est très grave. Économiquement parlant, le pays ne produit rien. On ne produit rien. Depuis 2019, on ne vit qu'avec les projets d'Abdelaziz Bouteflika. Mis à part le train Rajbilet, Tebboune n'a rien fait.
On ne vit qu'avec on ne vit qu'avec, encore une fois, les projets de Bouteflika, les infrastructures de Bouteflika, les routes et les autoroutes de Bouteflika, les réserves de change que Bouteflika a laissées, etc., etc. Sur le plan diplomatique, à l'époque du régime de Bouteflika, on avait des amis. On était en bonne relation avec les Émirats, en bon rapport avec la France et l'Espagne, en bon rapport avec les États-Unis d'Amérique. Jamais à l'époque de Bouteflika, les États-Unis d'Amérique n'ont remplacé un ambassadeur par un chargé d'affaires envoyé depuis Washington. C'est très grave. Ça, c'est très grave. Isolé, affaibli, appauvri, socialement, la misère quebrette. On n'a jamais connu autant de pauvreté. Le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi faible. Le dinar algérien n'a jamais aussi dégringolé. C'est le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que Bouteflika, à son époque, il était dans le compromis. Il a accepté de gérer le pays avec d'autres composantes, avec l'état-major, avec le DS, le général Taufir. Il a accepté de créer une classe d'hommes d'affaires avec des groupes privés qui étaient indépendants et qui aspiraient à devenir des personnalités influentes, avec des oligarques et des hommes d'affaires puissants. Il a accepté une certaine liberté de la presse, liberté, Watan, etc., des chaînes de télévision qui parlaient, qui le critiquaient, etc. L'Algérie respirait à l'époque Bouteflika. Quand un pays respire, il est épanoui, il est sûr de lui-même, il peut affronter le danger. À l'époque de Bouteflika, par exemple, on a gagné la guerre contre le Daesh, qui n'a pas réussi à s'implanter en Algérie. On a empêché on a réussi à protéger l'Algérie contre l'effondrement de la Libye. On a protégé l'Algérie contre l'effondrement du nord du Mali et du Sahel. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'ennemis, entourés de problèmes. Le Maroc n'a jamais dominé le Maghreb et l'Afrique à l'époque de Bouteflika, n'a jamais engrangé autant de réussites et d'exploits diplomatiques qu'à l'époque de Tebboune. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ça, c'est des constats sérieux. Ça, c'est des constats qui sont sincères. Ce n'est pas des constats basés sur l'émotion ou les sentiments. Mesdames et messieurs, il est minuit 14. On va consacrer la dernière minute pour faire les au revoir. Ça a été un long live. J'espère que nous avons abordé les questions les plus urgentes de l'heure. La situation économique mondiale qui s'emballe, les grosses problématiques de l'industrialisation et de l'économie algérienne, les gros sabotages dont l'Algérie a été victime à cause des mauvaises décisions et des vengeances et de la prédominance des intérêts personnels du régime Tebboune sur les intérêts suprêmes de l'État et du pays. Nous avons répondu à quelques-unes de vos questions. Nous avons tenté d'être le plus clair et le plus limpide, le plus lucide et le plus direct. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci pour votre adhésion. Vous allez retrouver ce live sur notre plateforme YouTube, et nous allons le diviser en plusieurs parties pour le rediffuser sur TikTok et sur notre plateforme YouTube. Les débats ou les discussions passionnées peuvent se poursuivre sur nos différentes plateformes. Je vous dis, Saham Dalkom encore une fois, ou Sahas Holkom, prenez soin de vous, et à demain.